Jarry, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, océanographe, responsable de l'expédition française d'ailleurs qui a découvert l'épave du Titanic. On dit qu'il reste jusqu'à demain midi en oxygène dans le submersible. Est-ce qu'aujourd'hui c'est véritablement une course contre la montre? Ben absolument. On ne sait pas exactement combien il y avait d'oxygène et combien il en reste. On ne sait pas non plus le taux de consommation des 5 personnes qui sont à bord. Mais de toute façon, le temps est limité. Bien qu'on ne connaisse pas exactement la limite, on espère qu'elle est assez longue pour permettre aux moyens de sauvetage d'opérer. Ces bruits entendus des profondeurs, quels sont-ils? Est-ce qu'ils pourraient vraiment être liés au submersible? Oui, ils peuvent être liés au submersible, on n'est pas absolument certain. Mais l'indice, c'est qu'ils sont répétés à des intervalles de temps réguliers, ce qui ne serait pas le cas d'animaux ou de phénomènes géologiques. Donc ça veut dire que ça peut être des coups que le submersible donne ou qu'est-ce que ça Oui, pourrait être plus concrètement? ça peut être des coups qu'un des passagers donne sur la coque pour se faire entendre de la surface. Est-ce le meilleur moyen justement de se rendre visible à ces profondeurs? Ce n'est pas le meilleur moyen, mais c'est le seul quand tous les autres moyens électroniques sont en panne. C'est le seul moyen en fait, hein, c'est ce que vous Oui, dites. oui, oui. L'Institut Ifremer a dérouté donc son navire Atalante équipé d'un robot sous-marin pour les grandes profondeurs. Est-ce que l'Atalante devrait arriver sur la zone vers 20 h hein, ce soir heure française? Est-ce qu'il peut changer la donne? Changer la donne, non, mais c'est lui qui peut, je dirais, intervenir. Intervenir, c'est le premier engin sur place qui interviendra et c'est le plus important. Et Donc en le quoi est-il le robot, plus important par rapport aux recherches qui sont menées depuis 2 jours? c'est-à-dire que les recherches qui sont menées depuis 2 jours n'aboutissent pas beaucoup parce qu'on est à 3800 mètres au-dessus du fond de l'océan. Ce ROV Victor descendra au niveau du fond. Il pourra donc, avec son petit sonar, inspecter le fond de façon plus précise et essayer de retrouver, d'avoir un écho qui lui permette de se diriger vers le submersible disparu. Les bateaux et les avions, en fait, ont inspecté 13 000 km², c'est ça? Ce sont vos chiffres aussi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Comment ça? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est l'immensité, c'est la profondeur, c'est l'absence... Ah oui, oui, ben c'est les deux. C'est les deux. D'une part, parce que le sous-marin ne descend pas forcément verticalement du fait qu'il y a des courants qui l'éloignent du point du fond où il aurait voulu atterrir. Donc on ne sait pas du tout actuellement à quelle distance de l'épave il se trouve. De plus, l'épave elle-même est entourée d'une multitude de débris dans une zone de plusieurs kilomètres carrés, ce qui rend d'autant plus difficile la recherche du sous-marin qui n'est pas plus gros qu'un gros débris du Titanic, par exemple une chaudière. Oui, donc en fait, il est petit, hein, si on le retrouve, comment faire pour le remettre, le faire remonter à la surface? Ben, si on le retrouve, comme a expliqué M. Obdekweke, le Victor tâchera de fixer un petit filin sur les anneaux du sous-marin et ensuite ce filin sera accroché à un gros câble qui descendra d'un navire capable de remonter le sous-marin. Est-ce que c'est la seule façon de les sortir du submersible que justement de le remonter? Ben oui, parce qu'on ne sait pas ouvrir un submersible au fond de l'eau et si on l'ouvre, les passagers sont noyés immédiatement. Il était conçu pour emmener 5 personnes à des profondeurs de 4000 mètres. Ce fameux Titan, il a entamé donc sa descente dimanche. Moins de 2 heures après, manifestement, c'est là que on l'a perdu. Quels sont les scénarios possibles? Les scénarios possibles, il y en a des dizaines, je dirais. On ne sait absolument pas s'il y a, je dirais, une erreur humaine de pilotage, une erreur humaine d'un passager, mais le plus probable, c'est qu'il y a une déficience d'un appareil quelconque, la batterie peut-être, une électronique, on ne sait absolument pas, en l'état actuel des choses, si le fait de l'arrêt des communications est dû au sous-marin, à un équipement ou à un défaut de pilotage. Justement, la construction, enfin le matériau de ce submersible fait débat aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, ça pourrait être lié à un matériau insuffisamment fait pour de telles profondeurs?
Bah écoutez, ça, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que le sous-marin a déjà plongé une dizaine de fois à cette profondeur et que tout s'était bien passé. Vous êtes un ami de Paul-Henri Narjolet. Est-ce que vous saviez qu'il faisait partie de cette expédition? Oui, absolument, je savais qu'il en faisait partie pour la bonne raison, c'est que nous avons eu un échange de mails le samedi dernier, donc alors qu'il était sur la zone, et dans son mail, il me disait « nous allons plonger », ce qui n'était pas absolument certain que lui fasse partie de l'équipage, mais depuis on sait qu'il en fait partie et qu'il est dans le sous-marin. C'était sa dernière inspection, elle remontait à 2021, il était très aguerri. S'il a embarqué, c'est qu'il pensait que le submersible était fiable, j'imagine. Disons que s'il avait été sûr que le submersible allait avoir de gros problèmes, je pense qu'il ne serait pas embarqué. Mais à chaque fois qu'on embarque quelque part, il y a toujours des risques. Donc, Narjolet était suffisamment compétent, avait suffisamment d'expérience pour évaluer les risques de cette plongée. Est-ce qu'il y a un problème, pensez-vous, lié aux expéditions privées, justement, qui sont à la fois des missions et en même temps du tourisme? Écoutez, je ne saurais me prononcer sur un tel sujet. Tout dépend exactement, je dirais, de l'idée de leur responsabilité que se font les opérateurs. Et je pense que dans tous les organismes, il y a des gens plus soucieux que d'autres de la sécurité. Quels sont vos espoirs aujourd'hui qu'on retrouve nos espoirs, c'est que la réserve d'oxygène qu'on ne connaît pas soit suffisamment grande pour que les passagers puissent attendre que leur sous-marin soit relevé à la surface et qu'on puisse leur ouvrir la porte. Merci beaucoup Jean Jarry d'avoir été avec nous, océanographe, responsable de l'expédition française, je le rappelle, qui a découvert l'épave du Titanic. Merci d'avoir commenté pour nous donc ces recherches toujours donc du submersible.